Bonjour à tous et bienvenue à la lecture de cette vidéo jeu de dames. Donc bonjour à tous les passionnés, les joueurs français, les débutants, ceux qui nous rejoignent, les curieux qui veulent comprendre le jeu de dames et les joueurs des continents, en particulier africains, que je salue parce que je sais qu'ils sont nombreux à regarder ces vidéos. Alors aujourd'hui je suis très heureux de vous présenter une vidéo sur un thème stratégique pour moi très important, qui est la partie semi-ouverte. Alors cette vidéo s'adresse à tous les joueurs, y compris les débutants. Elle montre un style de partie qu'il est important de savoir pratiquer, pour deux raisons principales. La première, c'est qu'il faut s'ouvrir aux différents styles qui existent dans le jeu de dames, et ne pas pratiquer le style semi-ouverte, c'est se priver d'un style de partie qui peut vous donner des victoires très importante. Et puis la deuxième raison, c'est que si vous ne pratiquez pas ce style, vos adversaires vous amèneront à rentrer dans ce type de partie lorsque les conditions pour eux sont optimales. Donc pratiquer ce style, c'est en connaître les différents enjeux pour, le pratiquer, et puis surtout empêcher l'adversaire de prendre ses positions lorsqu'elles sont avantageuses pour lui. D'où la citation de Marcel Aimé, si on vous donne l'opportunité de pratiquer la semi-ouverte, faites-le, mais pour ça, évidemment, il faut avoir vu des parties de maître pour comprendre comment ce style fonctionne. Et vous allez voir que finalement, ça n'est pas si compliqué que ça. Les thèmes, certes, les thèmes stratégiques sont nombreux, mais ils sont relativement logiques pour tous ceux qui ont une pratique déjà ancienne du jeu. Néanmoins, ça s'adresse également aux débutants. Alors, c'est un style de partie qui existe depuis les grandes compétitions du début du XXe siècle, peut-être même avant, mais en particulier, il y a un joueur qui la pratiquait assez souvent, qui est Isidore Weiss. Et j'ai retrouvé ici, sur le site du Damier Lyonnais, une petite citation. Le jeu de Weiss, c'est la science du bénédictin uni à la ruse de l'Apache. C'est l'habileté, la souplesse et l'adresse du petit jiu-jitsuan japonais allié à la force musculaire et massive du colosse russe. Alors moi, ça m'a tout de suite fait penser à ce petit panache de personnages. Vous voyez, en fait, Weiss, c'était tout ça en même temps. C'est quand même une citation assez remarquable. Alors j'espère que vous êtes prêts à vous envoler pour les différentes parties de maître que nous allons visionner. Cette vidéo va être un peu longue. J'ai sélectionné un grand nombre de parties très intéressantes et j'ai décidé de ne pas couper la vidéo. Elle sera suivie de vidéos sur le thème tactique spécifique aux parties semi-ouvertes, mais ici on va ne voir que des déroulements de parties avec des thèmes stratégiques spécifiques à la partie semi-ouverte. Alors les plans de jeu que je vais vous présenter aujourd'hui sont uniquement pour celui qui amène la partie semi-ouverte, qui installe la partie semi-ouverte, et il se trouve que ce sont des parties qui ont été menées principalement par les joueurs blancs. J'ai simplement sélectionné des parties où c'était les blancs qui tenaient la semi-ouverte. Alors quels sont les différents plans de jeu pour celui que je vais appeler l'attaquant, bien qu'on pourrait l'appeler l'encercleur, parce qu'on va voir que celui qui pratique la semi-ouverte encercle quelque peu le centre adverse. Et les différents plans de jeu, eh bien, nous allons voir de façon assez évidente qu'il y a l'affaiblissement de l'aile longue adverse, la possibilité de basculer vers un type de partie qui est la partie Rosenburg avec l'attaque du pion central, et plus tard un débordement sur l'aile longue, forcer l'adversaire à une position centrale molle, en particulier lui ôter tout espoir de revenir sur la case très importante 24, occuper les cases 24 et 30, alors ça c'est très particulier, il y aura quelques parallèles avec la partie Bonnard, faire pression sur le contact 29-23 avec le pion 27, et puis dégager par 32-28 lorsque les conditions sont optimales pour attaquer l'aile longue adverse. Alors il y a d'autres plans de jeu
comme par exemple switcher vers une autre type de partie où on revient par 33-28 plutôt que 33-29. Donc la liste n'est pas exhaustive. Et vous allez voir qu'il y a une grande richesse de plans dans la partie semi-ouverte. Et donc il y a une grande opportunité à changer de plan selon les circonstances. Dans cette vidéo, nous ne verrons que très peu de coups, si ce n'est quelques-uns spectaculaires et très jolis, mais je ferai une vidéo spéciale sur les combinaisons spécifiques à la partie semi-ouverte. Alors on commence tout de suite par une partie qui oppose deux joueurs français, Oscar Lognon, maître international qui a joué plusieurs championnats du monde, championnats d'Europe, et Anthony Alavoine, un jeune joueur français prometteur, un espoir du jeu. Alors c'est parti, on déroule la partie. Donc Oscar Lognon a les blancs et on va voir que très vite, sa volonté est d'installer une semi-ouverte. Voilà, ici, 31-27, c'est un coup caractéristique. Il est évident que Oscar veut réaliser une partie semi-ouverte. Donc, ce qu'il y a déjà de bien quand on pratique la partie semi-ouverte, c'est que tout de suite, on comprend les intentions de l'adversaire. Donc, on déroule la suite de la partie. Alors déjà un premier coup caractéristique, là ce 30-24, on replace le pion 25 au centre et on se rend tout de suite compte que la sortie 13-19 n'est pas possible, tout simplement à cause de 37-31. Donc finalement il y a très peu de pions noirs qui vont pouvoir jouer sur cette aile si on parvient à conserver le fait que les noirs ne peuvent jouer 13-19. Continuons. Donc de nouveau la prise en arrière, 13-19 toujours impossible. De nouveau, donc on voit ici un affaiblissement de l'aile longue noire. Et voilà, un des coups caractéristiques de la semi-ouverte, 39-34. Alors Anthony profite du fait que là il peut sortir. Alors Anthony joue 9-13, peut-être 8-13 aurait été meilleur, mais continuons à dérouler. Et là on voit tout de suite un coup aussi très caractéristique. On verra dans une autre partie que Wiersma pratique ce coup-là très facilement. Voilà, et on se retrouve ici dans vraiment l'ossature de la partie semi-ouverte, du moins dans un des premiers thèmes stratégiques. L'aile longue noire est particulièrement affaiblie. Et on voit ici le mur blanc, on a conservé les pions de base, donc là la partie est parfaite pour les blancs. L'aile gauche est particulièrement solide. Les pions noirs sont cantonnés à un rôle relativement passif. Et on voit déjà se dessiner le gros problème pour Anthony, c'est cette aile qui est particulièrement affaiblie. On continue. Et maintenant que l'aile est affaiblie, eh bien Oscar se résout à casser entre guillemets la semi-ouverte. Et on voit ici tout le problème d'Anthony. Son aile est particulièrement faible. Et il ne parviendra pas à renverser cette partie. On voit ici les bases extrêmement solides, donc ça c'est quelque chose d'important en semi-ouverte, conserver ses bases, parce que de toute façon le jeu noir va se faire sur cette aile-là. Voilà, et le passage à dame, et plus tard Oscar gagnera cette partie. Alors la partie suivante oppose deux monstres sacrés, Jans van der Waal, champion du monde 1982, et Harm Wiersma, multiple champion du monde. Donc c'est une partie qui date de 1979 et nous allons donc voir une partie semi-ouverte. 31-27, alors un coup caractéristique, si on veut aussi installer une semi-ouverte. C'est une possibilité d'ouverture qui est beaucoup pratiquée. Alors un des grands enjeux de la partie semi-ouverte pour les noirs, ça va être le maintien sur la case 24. Et donc on va voir comment Wiersma va contrôler l'aile longue adverse.
Voilà, donc pour l'instant, une partie qu'on pourrait penser d'enchaînement de l'aile droite, mais évidemment, il va se passer des choses sur cette aile. Le pion, ici central, va partir, ce qui permettra le pionnage caractéristique avec la colonne 42, 38, 33. Ce pion-là va forcément partir, puisqu'on aura ou 17, 22, ou prise en 21, ou prise en 31. Voilà, donc ici le pion central est parti, on peut se lancer dans le coup caractéristique et installer la semi-ouverte. Alors on voit tout de suite aussi un des enjeux stratégiques de la partie semi-ouverte, c'est ce contact-là. Ce contact-là amène des combinaisons possibles, en particulier en notant ce pion-là. C'est pas vraiment ce qui va arriver dans cette partie-là. Yann se décide à reculer, repositionner ce pion-là. Alors pourquoi? Il n'a pas trop le choix, hein, parce que très vite va arriver une menace 43-39. Alors si pour l'instant, oui, même 43-39 assez direct, il faudra réaliser ce pionnage arrière. Donc on continue. Et là, la partie va bientôt s'achever. Donc un coup caractéristique de la semi-ouverte. Et là, de façon très surprenante, Wiersma laisse le gain de pion, mais on voit que le mal a été fait sur l'aile longue noire, elle est très affaiblie, et donc c'est un gambit temporaire. Le pion gagné va vite être attaqué, et l'aile longue est très affaiblie, et Wiersma parviendra à passer sur cette aile. Voilà, donc sans développer plus la partie, un des premiers thèmes, donc l'affaiblissement de cette aile-là, ici par le biais d'un gambit indirect. La partie suivante oppose un jeune junior chinois, Wenlong Gao, au biélorusse Konstantin Nord. Alors moi j'ai été très surpris en revenant au jeu de dames, je suis revenu en 2016, et j'ai découvert les joueurs chinois. 10 ans avant, les joueurs chinois, les Chinois ne jouaient pas aux dames, ou il y a 15 ans en tout cas, ne jouaient pas aux dames. Et en quelques années, ils ont acquis un niveau très surprenant. Alors ils sont formés, en particulier par des joueurs russes, mais il est particulièrement étonnant de les voir à haut niveau de la compétition. Ils ont déjà des grands maîtres. Voilà, donc ici une partie semi-ouverte menée par Wenlong Gao alors qu'il n'est que junior. Alors on va dérouler le début de partie assez rapidement jusqu'au moment critique où la semi-ouverte est installée. Voilà, donc là déjà on peut voir que l'aile longue noire est plutôt affaiblie. Et Wenlong donc va pratiquer avec brio la semi-ouverte. Alors je ne dis pas qu'il n'y avait pas de défense, je montre juste l'intérêt de la semi-ouverte. Donc ici, un coup que les débutants ont du mal à réaliser, c'est 33-29. Donc c'est caractéristique de la semi-ouverte, encore une fois. Alors bien que pour l'instant il n'y a pas encore de pion en 27, mais ça ne va pas tarder. Et on voit très vite que les noirs sont très gênés. Voilà, ici 31-27, et il n'y a plus grand chose à faire pour les noirs. On bloque la situation. Et les noirs ne pourront pas s'en sortir, en particulier. Il y a pression sur ce contact-là, du fait de la présence d'un pion en 27. Et Nord se résigne à donner le pion. La partie sera plus tard gagnée assez facilement, une fois les pions gagnés. Alors une autre partie, très connue de ceux qui pratiquent le style semi-ouvert, Half Open classique en néerlandais. Elle oppose le GMI Nikolai Stretensky au GMI Sergei Davidov en 1968. Alors j'ai pas trouvé de photo des joueurs, j'ai trouvé la photo d'un film russe, Les âmes mortes,
Et cela m'a beaucoup amusé de voir dans le commentaire ici Chess in Cinema, jeu d'échecs au cinéma. Donc c'est toujours assez désagréable, hein. C'est comme vous connaissez la situation. On vous dites que vous pratiquez le jeu de dames et très vite, le lendemain ou un quart d'heure après, oui alors, t'as fait quoi sur tes parties d'échecs ou la fameuse réplique, quand on dit qu'on joue aux dames, t'as pas essayé les échecs, bref. Donc ben oui, nous jouons aux dames, nous aimons ça parce que c'est un jeu extraordinaire. Bref, je passe. Donc nous avons ici une partie parfaitement classique et assez surprenante, parfaitement symétrique. Et on va voir que cette partie parfaitement symétrique, classique, va se transformer en partie semi-ouverte. Donc là, ce qui va être instructif, c'est comment la partie peut devenir semi-ouverte. Alors la situation est délicate pour les blancs. Ils ne peuvent pas faire le pionnage arrière, 34-29, simplement parce qu'il y a le petit coup Philippe. Peut-être prise en arrière c'est mieux, mais bon voilà, il y a simplement ce coup là, donc c'est un peu gênant. Donc Stretensky se décide à faire le 3 pour 3, 27-22 et 37-31. Et là, Davidov prend en avant, et on voit qu'on a ici la structure semi-ouverte. Il suffit de venir placer un pion en 22, ce que Davidov va très vite réaliser. Donc ici on a un enjeu très important de la partie semi-ouverte, c'est toujours ce contact, et la présence de ce pion qui évidemment est très dangereuse pour les blancs. Donc je déroule, voilà, et ici ce contact qui est très fréquemment utilisé en semi-ouverte. Alors ça paraît simple, mais rien n'est jamais aussi simple. Et dans cette position désespérée, eh bien les blancs abandonneront. Alors on va à ce stade de la vidéo faire une petite pause tactique avec une combinaison extraordinaire qui a été réalisée par le grand maître international Åke Schrolma. Donc Åke Schrolma est un spécialiste de la partie semi-ouverte, et ici en fait il n'a pas les noirs, contrairement à ce que laisserait penser cette image. Il a les blancs, et c'est le maître international Arjan van Leuven, qui est aussi connu pour être un très grand joueur de jeux de cartes magiques. Et ici, c'est Arjan van Leuven qui tient les rênes de la semi-classique. On voit qu'il est sur le point de jouer 18-22. Sa partie est parfaite, ses bases sont parfaitement développées, tout va très bien pour lui. Et Åke Schrolma va démontrer qu'il n'en est rien et que la position est... alors elle n'est pas gagnante, mais en tout cas il va placer une combinaison extraordinaire. Alors on voit la partie en entier, on va se placer côté noir, côté de celui qui tient la semi-ouverte. Donc Arjan van Leuven a les noirs. Donc au début une partie qu'on a du mal à imaginer devenir une semi-ouverte, mais ça va être bientôt le cas. Après ce premier échange et celui-ci, donc on voit que les blancs ont peut-être une aile longue un petit peu faible, les noirs ont une semi-ouverte peut-être possible avec des conditions assez bonnes du fait qu'ils ont bien développé leur pion sur l'aile droite, mais bon, il y a peut-être un petit peu ce défaut là de la case 4 qui est peut-être pas optimal. Mais néanmoins, Arjan van Leuven se décide pour la semi-ouverte. Donc là, on est dans les conditions parfaites pour la semi-ouverte. En particulier, surtout quand Åke Schrolma craque et attaque par 34-29. La partie semble évidemment gagnée après 8-12. Et non, ce coup-là est un poison terrible, parce que 34-29 et 8-12 laissent une combinaison splendide pour les blancs. Alors je vais remettre le damier côté Schrolma.
Voilà, et donc c'est à Hochschrolma de jouer, et là il parvient à trouver une combinaison mais fabuleuse, en partie, en compétition. Je vous donne une petite indication, on pourrait penser à un coup du caméléon. Alors, faites pause, et la solution... Eh bien, alors on pourrait commencer comme le suggère l'ordinateur par 35-30, avec 9,99 en note, c'est pas bon signe du tout pour les noirs, mais encore faut-il le voir en compétition. Alors, 35-30, mais allez, 31-27 aussi, moi j'aime bien commencer par 31-27. Et là, on donne 2, le coup de revenez-y préparatoire. On reprend 2, prise en arrière, et là une petite balade faite au pion 24, c'est tout simplement fabuleux. Rafle de 6 pions. Et là, croyez-moi, on ne peut pas s'en sortir. Un retournement de situation dantesque. Voilà, donc la partie semi-ouverte, ça n'est pas que de la stratégie, c'est aussi de très belles combinaisons. Alors, on va revenir sur la stratégie et les différents plans de jeu. Moi, j'ai un souvenir particulier de semi-ouverte. C'était au tournoi de Parthenay 1995, où, pour la seule fois, j'allais finir premier français de ce tournoi-là, et je rencontrais Georges Mostovoy à la dernière ronde. Et pour gagner, enfin du moins pour être classé premier français, il fallait que je gagne Georges. Et c'est ce que j'ai fait par une partie semi-ouverte. Malheureusement, mais j'ai perdu la notation de cette partie et je n'en ai que très peu de souvenirs, si ce n'est que c'était une partie semi-ouverte. Et donc j'étais bien content d'avoir croisé en particulier Laurent Nicot, un joueur extraordinaire, un ami aussi. J'étais très content parce que j'avais gagné dans un style qui m'était cher. Et donc je vous encourage à pratiquer tous les styles possibles. Et en particulier la semi-ouverte, les schémas ne sont pas si compliqués. Alors une autre partie avec un monstre aussi sacré, Andris Andreiko. Andreiko disparu prématurément à 32 ans. Alors ce joueur est un géant. Il a conquis le titre, il n'avait que 20 ans, il a été 3 fois champion du monde alors qu'il n'avait que 20 ans. Les joueurs de dames russes l'appelaient le Tal au 115, donc Michael Tal, un grand joueur d'échecs. Et pour dire tout le talent de ce joueur moscovite, non pas moscovite, il était letton, pardon. Il l'appelait le joueur d'échecs au 115, enfin surtout Michael Tal. Alors il a disparu dans des conditions particulièrement violentes. En fait, il se trouve que ce joueur avait dans la deuxième période de sa vie des penchants un peu pour l'alcool, et il s'était retrouvé un soir dans un bar de Riga. Et la soirée s'est très mal terminée. Il est tombé sur une personne qui l'a tué à coups de barre de fer, je crois. Donc une fin absolument tragique. Et il faut imaginer qu'à son enterrement, il y avait un nombre impressionnant de personnes et des coups de canon ont retenti à la cérémonie funéraire. Il faut savoir que c'était un grand champion de l'époque soviétique et l'Union soviétique traitait particulièrement bien ses champions. Il avait en particulier un très bel appartement. Voilà, donc un champion hors norme, au style remarquable. Stone Sagebrands lui a consacré un livre entier. Bref, donc ici on le retrouve en 1971 au championnat d'Europe. Et on déroule la partie. Donc Andreiko a les blancs, Zorn a les noirs.
Donc on est pour l'instant encore assez loin de la partie semi-ouverte, mais on voit ici que la structure peut donner envie, hein. On a une aile longue noire relativement faible. Et Andreiko va se préparer à la semi-ouverte par des coups caractéristiques. Donc ici il se prépare hein, avec la flèche 42, 38, 33. Voilà, tout de suite le coup caractéristique, hein, ça c'est vraiment le coup que les débutants ont du mal à imaginer et pourtant il permet des victoires violentes et rapides. Il est vraiment dommage de s'en priver. Voilà, ici on a tout ce qu'il faut pour une semi-ouverte réussie. Et un coup très particulier. Voyez, non seulement on se contente pas du contact, hein, 33-29, on repère que les pions de base 2 et 4 sont partis de la position noire. Et ici, ben, les noirs sont terriblement gênés. Parce que l'absence de pion en 4 fait que percer par 27-22 amènera une dame en 4. En particulier ici, 12-17 n'est pas possible. Hein. Sur 12-17, eh bien, on a simplement ce coup-là. Et la situation est évidemment perdue pour les noirs. Donc Zorn joue 6-11. Mais la partie est terminée parce qu'il n'y a vraiment plus d'espoir ici pour les noirs, car leur aile est beaucoup trop faible et on retrouve donc le thème particulier de la faiblesse de l'aile longue et ici Zorn abandonnera. Alors sur le même thème, hein, une partie de 1992, championnat d'Europe, où Rob Clair prend une semi-ouverte face à Piotr. Et on retrouve le thème précédent hein, avec cette montée en 29, puis la montée 29-24, ou qui pourrait très bien venir de 30-24 et 35-30, quand les pions de base, en particulier ici le pion 4, est sorti. Alors on déroule la partie assez rapidement jusqu'au moment critique. Donc la partie semi-ouverte va s'installer. Voilà, ici on place le pion en 27. Il ne reste plus qu'à placer le pion en 29. Et ici les conditions sont idéales. On a de bonnes bases. On a le contact ici, avec pression sur ce pion-là par l'intermédiaire du pion 27. Et Rob Clair joue ce coup, hein, qui peut toujours surprendre hein, le joueur qui n'est pas habitué à ce style. Et il en rajoute une petite couche ici en venant en 29. Et là, la situation noire est particulièrement critique. Et ils ne s'en sortiront pas. Donc on voit ici hein, le contact. Hein, toujours la pression sur ce contact. Et la fin de la partie sur une petite combinaison. Voilà, c'est fini. Il n'y a aucun espoir dans cette partie-là. Alors, il y a plusieurs spécialistes hein, de la partie semi-ouverte. Aux Pays-Bas, il s'agit de Schrolma et Wiersma, entre autres. Deux grands maîtres internationaux. En France, le maître incontesté qui pratique la semi-ouverte, c'est Laurent Nicot, qui dès ses premières parties, hein, lorsqu'il faisait le championnat du monde junior, ou dans ses premières grandes parties au championnat de France, affectionnait particulièrement ce style. Ici, on le voit opposé à Cyril Guignard. Cyril Guignard qui a joué une fois dans la série nationale avant un tragique accident. Donc on va voir cette partie. Donc Laurent Nicot a les blancs. Cyril est peut-être un peu craintif, il pionne un peu en arrière, ce qui est peut-être jamais une bonne chose, hein, même contre les bons joueurs, mais bon, pourquoi pas.
Et là, on voit que très vite, eh bien, Laurent adopte la structure semi-classique. Alors, il y a eu dégagement, mais de nouveau, les structures vont réapparaître. Voilà, on retrouve la structure un peu comme dans la partie de Wenlong Gao. Et le coup caractéristique qu'il ne faut vraiment pas se priver de faire. Les joueurs débutants ici jouent 33-28, franchement, il faut penser à ce coup. Ça n'est pas un coup très compliqué, plutôt que de jouer 33-28, qui est vraiment sans originalité. Ce coup-là ne va pas procurer d'avantage, il faudra manœuvrer sur l'aile gauche, alors qu'en fait ici, eh bien, on a une structure très gênante pour les noirs. Voilà, et Laurent va de nouveau réaliser la montée 29-24. Et on retrouve la structure vue précédemment. Et Cyril ne s'en sortira pas. La fin de la partie. Voilà, c'est terminé par la supériorité numérique. Alors une autre partie par le maître de la partie semi-ouverte aux Pays-Bas, enfin un des maîtres de la semi-ouverte, Schrolma, Hawk Schrolma. Ici, dans un de ses exercices aussi favoris, l'analyse de partie. Si vous le voulez, j'ai mis en info une vidéo de cette analyse. Et là, il est opposé au maître international Paul Nitsch. Alors, on déroule la partie. Vous allez voir que les schémas ont déjà été cités précédemment, mais il est important pour moi de vous montrer le caractère répétitif pour que vous soyez certain que ce style de jeu n'est pas si compliqué et qu'il amène à des parties au style, aux victoires quelquefois violentes et rapides. Donc ici, on a de très bonnes structures pour la semi-ouverte blanche. On voit que les pions blancs ont été libérés de l'aile courte. Là, il n'y a aucun pion superflu. Ce pion 45 peut monter en soutien en 35. Et on a surtout en fait la difficulté pour les noirs de cette aile longue affaiblie. Donc ici, Hawk attaque le pion 20. Et Nitsch, en fait, ne se sortira pas de ce guêpier, en particulier du fait de la faiblesse de cette aile-là. On retrouve ici le gambit temporaire, on donne 2 pions, et on vient attaquer le seul pauvre pion qui défend encore l'aile longue noire. Voilà, et là, l'aile est beaucoup trop fragile. Et la perte du pion entraînera la perte de la partie. Alors une partie d'un autre monstre sacré, Isser Cooperman. Alors un personnage très important, venu au jeu de dames sur le tard, alors qu'il avait plus de 30 ans je crois, ou en tout cas proche des 30 ans. Et c'est surtout le premier joueur soviétique à remporter un championnat du monde. Il ne se contentera pas d'un championnat du monde, en 1958 face au Canadien des Lauriers, il en gagnera une multitude. Et c'est surtout un joueur extrêmement talentueux dans l'aspect tactique. C'était un génial tacticien, le nombre de combinaisons qu'il a amené, placées, est simplement prodigieux. Et des combinaisons très belles. Donc ici, il est opposé à Yaroslav Novotny au tournoi de Paris 1985. Alors le jeu de Cooperman est sans compromission, très agressif. Il est bien le tenant de l'école soviétique, sorti du pion 35. Et ici, le coup 31-27, caractéristique d'une envie de placer une semi-ouverte. Donc on voit ici tout de suite la gêne, ça c'est très important dans la partie semi-classique, la gêne engendrée par la sortie impossible du pion 13 pour renforcer l'aile gauche noire, tout simplement par 37-31. Ça c'est vraiment un thème important.
Donc la suite de la partie, un premier dégagement, et on voit que Cooperman eh bien, est prêt à utiliser cette flèche-là. Alors Novotny tentera d'empêcher la semi-ouverte, et ce qu'il y a d'intéressant aussi dans la semi-ouverte, c'est qu'on peut en sortir. Ici, l'affaiblissement par la pression de la semi-ouverte, l'affaiblissement par la sortie du pion savant, fait que maintenant Cooperman switch vers une partie classique, et les noirs sont particulièrement gênés par ce pion savant qui est sorti. Une aile droite lourde, difficile à développer. Et on va voir que Novotny aura beaucoup de mal dans cette partie. Du fait de sa position très statique. Et ici, voilà, le génie de Cooperman. Cooperman vraiment dans ses œuvres. Hein, la montée en 22 était réalisé en raison de ce coup. On ne peut pas attaquer 12-18, Novotny attaque. Et Cooperman réalise un coup vraiment bien pensé, bien amené, et la partie est terminée. Donc là, en fait, on a switché d'une partie semi-ouverte à une partie aux structures classiques, mais qui n'a pas vraiment eu le temps d'être classique, parce que les conditions étaient favorables. Maintenant, une partie entre le GMI Koreniewski, plusieurs fois champion du RSS, et le grand maître international sénégalais Bassi Rouba. On déroule. 31-27. Et là, par cette suite de coups, 19-23 prise en 23, on est déjà dans les structures semi-ouvertes. Alors, cette prise en arrière n'est que peu pratiquée par les grands maîtres. La plupart des grands maîtres préfèrent la prise en 20 pour très vite occuper la case 24. La prise en arrière facilite souvent le travail des blancs. Voilà, donc là on retrouve 13-19 sortie impossible. Donc on est dans les structures tout à fait classiques. On retrouve un peu la partie l'oignon à l'avoine avec ce pionnage arrière et l'installation du pion en 29. Et ici, on switch vers une partie de type Rosenburg avec possibilité de l'attaque du pion central contre un système Drost pour les noirs. Donc système Drost, je rappelle, pendant que les blancs attaquent ce pion-là, eh bien les noirs vont attaquer ce pion-là. Alors on verra dans une autre vidéo les défenses possibles contre la semi-ouverte. Aujourd'hui, je ne m'intéresse qu'à celui qui tient la semi-ouverte et les différents plans de jeu dans ce cas. Donc on attaque le pion. Ici, Bassi Rouba pense s'en sortir par une attaque répétée du pion 27. Mais la surprise, c'est que ici, une fois le pion regagné, on va libérer l'aile gauche noire et l'attaquer. Donc on a ici les structures très solides, une semi-ouverte avec un pion qui reste en 47 est souvent très bon pour les blancs. La difficulté pour les blancs, c'est de ne pas sortir ces pions de base. On verra, il y a plusieurs difficultés dans le jeu de la semi-ouverte. Voilà, et ici, Bassi Rouba ne s'en sortira pas. Voilà, la fin de la partie. Autre partie, autre style, autre thème dans la semi-ouverte, Zhou Fang, champion d'Afrique, vice-champion du monde, opposé au mongol Tushinbold Ongondbayar. Et ici, c'est Tushinbold, le joueur mongol, qui va tenir les rênes de la semi-ouverte, mais on va voir qu'il aura fort à faire avec son adversaire
un Jofang. Donc on voit ici, on retrouve la montée. Ce qui est important dans la semi-ouverte, c'est le fait qu'on peut basculer vers d'autres types de parties. Et donc il est important de pratiquer tous les styles parce que dans une semi-ouverte, eh bien, on peut être amené à faire une partie de type Rosenborg. Alors, une fermeture hein, très originale. Donc on peut même arriver à ce que l'on appelle un style de squelette anonyme. Donc voilà, là on a la structure du squelette anonyme, hein, ces pions qui sont enchaînés par toute cette série de pions blancs. Alors c'est apparemment pas très avantageux pour les blancs, il y a 5 pions blancs, 7, 9 pions blancs qui enchaînent en fait 6 pions noirs. Et les parties sont souvent explosives du fait des combinaisons. Donc là, hein, on n'a plus vraiment une partie semi-ouverte. Mais c'est pour montrer qu'avec une partie semi-ouverte, eh bien, on peut arriver à d'autres styles. Alors en fait, dans cette partie, Jofang aurait pu gagner, parce que ici, Tushin Bold attaque, et en fait c'est perdant. Mais Jean-Marc Jofang ne le verra pas, et jouera ce coup. La suite de la partie, qui sera finalement égale. Une partie très compliquée, hein, il n'y a pas d'analyse ici. On se demande d'ailleurs comment Jofang a pu se sortir de cette partie. Mais voilà, la partie sera nulle. Alors, à quel endroit Jofang aurait pu gagner? Eh bien, c'est ici. Quand Tushin Bold attaque, eh bien, on avait ce petit coup. Et 35-30. Et là, quelles que soient les prises, eh bien, par exemple, si on prend comme ça, eh bien, sur le temps de repos, on vient simplement faire ça, et la partie est gagnée. Donc une partie qui montre que lorsqu'on est adepte de la semi-ouverte, eh bien il faut imaginer que la partie peut prendre des chemins de traverse, une Rosenborg, ou ici un squelette anonyme. Une autre partie qui oppose le GMI Van den Borst, joueur néerlandais, à Anko Bakshula, un joueur du Suriname, une ancienne province néerlandaise où il y a beaucoup de joueurs de dames, où on va retrouver une partie semi-ouverte qui très vite prend les allures de partie Rosenborg. Voilà, donc ici, alors une des grandes difficultés hein, du jeu en semi-ouverte, c'est la sortie harmonieuse des pions de base de l'aile, ici de la petite aile blanche. Ce pion 45 est plutôt mal placé, hein. On imagine que s'il était en 33, ce serait bien mieux. C'est toujours assez délicat de manipuler ce pion-là. Vous voyez, hein, ce pion 45 est pas le mieux placé, mais en tout cas, ici, eh bien, Van den Borst décide évidemment de faire une partie Rosenborg et faire pression sur le pion central. Alors vous allez voir que la terminaison de cette partie est assez violente et très belle. Donc on est là maintenant dans une partie Rosenborg avec système Drost. Voilà, l'attaque du pion 27, caractéristique du système Drost. Donc là, on a quitté la semi-ouverte. Et regardez la suite, elle est particulièrement violente. Vous voyez, ici, Bakshula imagine pouvoir gagner ce pion 27. Et la situation blanche paraît compromise. Mais il y a une superbe petite combinaison. Est-ce que vous la voyez ? Un joli petit coup de talon thématique dans ces parties à système Drost. Et regardez comme c'est pas mignon ça. On donne 2, on redonne 2, prise arrière, coup de talon à 2 pions et dame
et c'est terminé. Superbe. Bakshula continuera au lieu d'abandonner. Et la partie se termine ici. Alors, une partie entre deux joueurs sénégalais. J'aime beaucoup, alors déjà j'aime beaucoup le Sénégal pour y avoir voyagé. J'ai eu l'occasion de faire des parties de dames là-bas, en particulier une partie contre Makodou Ndiaye, je ne dirai pas le résultat. Et j'ai gardé un excellent souvenir de ce voyage de noces, c'était extraordinaire. Et j'aime beaucoup le jeu africain, simplement pour l'avoir aussi pratiqué dans les foyers de travailleurs en France. C'est un jeu rapide, coloré, avec une ambiance toujours très chaude. Et ici donc on a deux joueurs du continent africain, du Sénégal, Sidibé et Ndiour. Et on va voir que les joueurs africains pratiquent évidemment aussi la semi-ouverte. Donc c'est le championnat du Sénégal 1986, 31-27. Et là on est tout de suite dans la structure semi-ouverte. Donc Gaussou Sidibé tient les blancs. Encore une fois, la sortie 13-19 thématique n'est pas possible. Le pionnage arrière très caractéristique, on voit tout de suite déjà l'aile droite, enfin l'aile gauche noire, pardon, est déjà affaiblie. Et on va voir que ici, les blancs vont avoir une très belle structure semi-ouverte. Alors les noirs sont évidemment tout de suite gênés, là leur aile longue est immobilisée. Et la situation va vite devenir critique. Voilà, alors par exemple un petit coup, 12-17 n'est pas possible. Alors déjà positionnellement ce serait certainement une catastrophe, mais 12-17 n'est pas possible en raison de 30-24. Et là, la situation est très compliquée pour les noirs, à tel point qu'ils crachent déjà le pion. Voilà, les blancs ont un pion de plus et les noirs ne parviendront pas à égaliser. Alors, cette première vidéo consacrée à la partie semi-ouverte touche bientôt à sa fin. On va encore voir une partie thématique réalisé par le GMI lituanien Domchev face au champion de Belgique 2017 Brian Vollert. On va voir un thème stratégique déjà rencontré dans d'autres parties. Donc ici on voit déjà tout de suite par la présence du pion 27 et les structures classiques que Vollert va vouloir installer, une partie semi-ouverte qui va très vite. Enfin, qui va très vite. C'est pas si rapide que ça. On est dans une structure ici classique. Avec le fait que le pion 28 va partir, forcément. Pour développer l'aile droite noire, il faut bien enlever ce pion. Et là, Domchev va réaliser les structures semi-ouvertes. Donc regardez la structure semi-ouverte. Pour la placer, il faut cette flèche, 42, 38, 33. Il faut placer un pion en 34 pour pouvoir réaliser le pionnage. Et ici, on bloque l'aile longue noire et on vient placer le pion en 29. Voilà, donc tout ça est très caractéristique du style semi-classique. Encore une fois, il faut essayer ce style. Ne vous privez pas de ce coup-là. La suite de la partie. Donc là, on est tout de suite gêné par la combinaison 30-24. Par exemple, 11-17, 30-24. D'ailleurs, c'est, je crois, ce qui va arriver. Non. Par exemple, ceci. Et la position noire est plus que délicate.
Encore une fois, je ferai une vidéo sur les thèmes tactiques spécifiques à la partie semi-ouverte. Et de nouveau, le coup 29-24. Caractéristique. Alors bien que 30-24 ici aurait pu gagner directement, Domchev en fait n'est pas très sûr du gain par la combinaison et va réaliser en fait un gain rapide par la montée. Ici en fait il n'y a pas grand chose à faire pour les noirs hein, sur 8-12. Eh bien on reviendra en 28. Donc Vollert se décide à ce vaste dégagement mais qui est sans espoir. D'autant que le pion qu'il pensait pouvoir mener à dame n'ira jamais à dame. Et c'est terminé. Donc, une série de parties sur le thème semi-ouvert, pas du tout analysées. Le but de la vidéo est de vous montrer qu'on peut obtenir des gains tout à fait thématiques, violents, rapides, avec simplement l'idée de la montée en 29, appuyée par le pion 27. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Nous avons vu quelques portraits de joueurs, nous avons vu quelques très belles parties sur ce style-là. Voilà, une position caractéristique hein, de la semi-ouverte, une autre encore par le maître Laurent Nicot. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser ce style. Alors il existe bien d'autres parties, hein, il en existe une multitude. Nous aurons l'occasion d'en revoir certaines, cette fois-ci du côté défense, c'est-à-dire bien par exemple l'attaque du pion 24, d'ailleurs comme a fait Hochschrolma de façon magistrale, mais il y a également d'autres plans de défense, hein, la venue en 23 par exemple ici. Nous verrons donc d'autres parties de grand maître, en particulier aussi dans l'ouverture 31-27, hein, qui est une ouverture très compliquée si on veut mener une semi-ouverte. Et eh bien on verra aussi les combinaisons thématiques de ce style-là. Alors certains en connaissent déjà, hein. Je rappelle que le livre Exercice de style, un chapitre est consacré à quelques combinaisons dans la partie semi-ouverte. Voilà, en attendant, j'espère que je vous aurai donné envie de pratiquer ce style. Ne vous privez pas, ouvrez les possibles. Et j'espère qu'on verra de nombreuses parties semi-ouvertes quand c'est opportun. Voilà, merci de votre attention, à bientôt, bonne partie et peut-être à bientôt sur le damier. Au revoir.